Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le MAG. Une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Tout va bien ? Tout va très bien. Jusqu'ici tout va bien, c'est magnifique. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission et cette question. À quand l'inclusion, la véritable inclusion pour tous ? En France, question récurrente, vous le savez, le MAG reçoit une maman aujourd'hui qui se bat pour que l'on respecte le droit à l'éducation des enfants autistes. Linda Fekiri, c'est son nom, vient nous raconter son histoire, ses nombreux obstacles également, les doutes, mais aussi ses réussites. Et il y en a de nombreuses, vous le verrez. Les familles face à l'angoisse de la disparition de leurs enfants, comment assurer la sécurité des jeunes autistes, de fait plus vulnérables. Vous verrez que les bénévoles se mobilisent là aussi, et c'est à l'échelle européenne. Dans le MAG, une loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de golf et d'autisme, et ça se passe à Aix-en-Provence. Golf la voiture ou la petite balle ? La petite balle blanche ? Petite balle blanche. La petite balle blanche, on verra ça tout à l'heure. Bonjour Linda Fekiri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'être sur ce plateau, présidente de l'association All Inclusive, je le dis bien, All Inclusive, et cofondatrice du collectif Sécurautisme. Ça fait quoi de se réveiller un matin, comme ça, tranquille, et de recevoir un texto de félicitations de la part de la présidente de la région Île-de-France ? Ça fait plaisir. C'est une reconnaissance. On y croit ou on se dit que c'est quoi ? C'est une blague, c'est signé Valérie Pécresse. Bonjour, félicitations. Oui, j'y ai cru, bien sûr. Je pense qu'on travaille sur l'inclusion depuis des années et c'est sur des faits réels, en fait. Donc, du coup, on a mis beaucoup de choses en pratique, justement, pour pallier aux problématiques de la société sur nos familles. Ouais. Et je pense que c'était mérité. Alors, pas spécialement pour ma personne, mais pour le travail de toute l'association. Tous les bénévoles. Combien d'antennes ? Alors là, on en est à 6 antennes, je crois. D'accord. 92, 91, 80. On parle de All 13. All Inclusive. All Inclusive, ouais. Même Sécurautisme, puisque lorsqu'on perd un jeune dans un département où il y a nos antennes, c'est le même réseau qui se met en action. D'être actif sur le terrain de suite, quand on a l'info immédiatement. Parce qu'on s'est rendu compte que d'aller sur le terrain, quelques heures après, c'était peine perdue. D'accord. Et on va en parler dans un instant, effectivement, de ce dispositif qui est ô combien important et souvent aussi ô combien efficace. Ce texto, c'était un texto de félicitations, une récompense également pour un concours, un concours au final auquel vous n'avez même pas candidaté, c'est ça ? Expliquez-nous. Non, j'ai pas candidaté. On m'a dit que j'avais été... C'est comme très souvent, tu sais, tu as toujours un proche qui t'inscrit ou tu es repéré aussi. Ouais. Oui, voilà, je ne sais pas qui m'a inscrit. Je pense que j'avais... Vous n'êtes toujours pas l'info ? Non. C'était moi. Ouais, je ne vais même pas demander. Je pense que j'avais été repérée par peut-être M. Bida et M. Mohamed de la région, parce qu'ils étaient venus à un de mes grands galas sportifs. Ah. Donc un gala inclusif, puisque ça a été le premier qui avait été créé en Île-de-France sur l'inclusion sportive des personnes TSA. Et c'est peut-être que de là que tout a démarré, je suppose. Donc après, mon profil, il a été proposé. Puis par contre, j'ai été étonnée d'être la grande gagnante au vu de tous les profils méritants qu'il y avait sur ce trophée d'Aile de la solidarité. Et d'après vous, Linda, il y a eu un avant et un après ce trophée de la solidarité ? Oui, bien sûr. Pour l'association ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En plus, après, derrière, il y a eu aussi... En termes de communication, de dotation aussi peut-être ? Parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre pour une association. Oui, alors, les dotations, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre. La région nous a soutenus sur de grands projets qui étaient importants, comme le transport de nos enfants et puis l'investissement de matériel d'un local. Après, le transport pour aller à l'école ou le transport pour faire telle ou telle activité avec des partenaires que vous avez trouvés, par exemple ? C'est plutôt pour les activités. D'accord. Là, on va mettre en place aussi, grâce à notre municipalité, donc la mairie de Saint-Denis, des créneaux sportifs pour les familles, parce que le but, c'est de faire du sport et aux parents et aux enfants. Donc on va pouvoir aller aussi chercher les jeunes avec le minibus pour les parents qui ne peuvent pas trop se déplacer. D'accord. Et puis après, derrière, il y a eu aussi la flamme olympique. Donc ça a redonné... un coup de boost, une visibilité. Une visibilité plus importante. Ouais. Et ça a aussi mis en avant toutes les problématiques que rencontrent les familles ayant une neuroatypie. Comment s'appelle votre fille, Linda ? Ma fille, elle s'appelle Lilia. Comment va-t-elle ?
Alors, pas très bien. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les dernières actualités, mais malheureusement, ma fille, elle est confrontée depuis 2 ans à des problèmes de santé d'origine inconnue. Même si moi, j'ai fait des investigations, j'ai trouvé quelques marqueurs qui font que j'arrive un petit peu mieux à comprendre. Mais je ne suis pas médecin. Donc, c'est vrai que ça fait depuis l'année dernière que malheureusement, elle a stoppé l'école alors qu'elle était en 3e et qu'elle faisait des stages. Et là, j'ai eu une bonne nouvelle hier, la magie des réseaux sociaux. Lilia va être hospitalisée en médecine interne lundi à Cochin pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé pour être devenue... C'est pour elle, avant tout, que vous avez monté cette... Parce que alors, on va séparer, bien sûr. Il y a le collectif Sécurautisme, on va en parler juste après. Mais l'association All Inclusive, c'est pour elle que vous l'avez montée, c'est pour elle que vous battez, et pour tous les enfants, bien évidemment. Comment... Non, c'est même pas pour ma fille, en fait, parce que moi, ma fille, elle avait déjà tout. D'accord. Ça a été la première qui a été au centre de loisirs au sein de ma ville. Ça a été la première qui a été inclue à l'école en temps plein. Oui. Donc, elle avait une prise en charge aussi en libéral. Donc, après un sacré combat, là aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, parce que ma fille est née à l'époque des signalements, et j'en ai eu un, à l'époque de la psychanalyse, et j'ai été jugée coupable de l'autisme de mon enfant. Donc, ça m'a valu beaucoup de problématiques assez graves. Donc, j'ai dû jongler avec tout ça. Mais en fait, l'association est née du parcours des autres parents qui voulaient faire la même chose que ma fille. D'accord. Et pour qui j'ai œuvré même bien avant d'être en associatif. Et j'étais aussi déjà militante puisque en 2011, on était sous les bureaux de Lacan pour chasser la psychanalyse avec l'aide de Sophie Robert et le Mur et tout ça. Et après, on a eu les recos de la Haute Autorité de Santé en 2012. Donc on a balayé la psychanalyse et on a mis en avant toutes les méthodes comportementales. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai l'impression qu'on est en train de reculer, mais comme jamais. Grandement, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'inclusion, elle est belle sur le papier. Elle est belle sur le comment dire... aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, même dans les politiques. Et sur le terrain, c'est beaucoup de com', pour le dire trivialement. Oui, parce que en fait, avec des relais sur les réseaux sociaux. Clairement, concrètement, pour faire court, pour ceux qui comprendraient, c'est que les chiffres sont gonflés par une inclusion avec beaucoup plus d'enfants d'inclus à l'école. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les PIAL, on décortique et on découpe les notifications et on va donner à un enfant 4 heures au lieu de 18. Donc automatiquement, on va donner plus de temps scolaire à 4 enfants. Mais moins de temps scolaire en réalité. Donc du coup, ça fait plus d'enfants inclus, mais moins d'heures. Donc les chiffres sont faussés finalement. Et puis pareil pour tout ce qui est IME. Aujourd'hui, il y a des enfants, ils vont 1 jour et demi en IME pour des notifications d'IME à temps plein. Et quelle forme prend le soutien que vous apportez aux familles ? Alors nous, on a commencé donc par l'inclusion sportive. Pourquoi ? Ensuite, parce que ma fille, elle était pas acceptée quand elle était petite au sport. Donc, votre ville, c'est la ville de Saint-Denis, parce que vous avez dit votre ville tout à l'heure. Oui, c'est vraiment, il y a des années, elle était toute petite. Et puis j'ai rencontré un coach qui m'a dit, pour le citer, c'est Jamel du Meslek Combat, que je remercie du fond du cœur, parce qu'aujourd'hui, il le fait toujours. Et vraiment bénévolement. Il m'a dit ramène-la, et donc elle a commencé à faire du sport avec lui. Et en fait, il s'est rendu compte que chaque enfant qui était au même cours que Lilia voulait toujours l'aider. Donc il a pris c'est notre modèle aujourd'hui, le trinôme. Il a pris un enfant à chaque session sportive différente pour aider Lilia dans sa guidance. Donc lui, ça le détachait pour les autres. D'accord. Et puis, on a fonctionné comme ça. Donc, j'ai été au Forum des associations sportives l'année d'après. Ma fille a été refusée sur beaucoup sur pratiquement toutes. Mais je me suis pas dit, oui, c'est pas normal. Je me suis dit, mais en fait, ils connaissent pas. Donc, j'ai créé le premier gala d'inclusion sportive. J'ai demandé aux associations de la ville sportives si elles voulaient faire des petits ateliers. Avec l'EMS, à l'époque, il n'était pas encore inclusif dans la ville. Dur à convaincre à l'époque, les associations ? Non, franchement, elles sont venues, elles sont venues sur le gala. Alors, bien sûr, il y a eu aussi la direction des sports qui a impulsé cela. Donc, ça s'est bien passé. Puis, il y avait aussi beaucoup d'éducateurs de l'EMS, donc qui n'étaient pas encore inclusifs à l'époque, et qui sont venus aussi. Et tout le monde en a pris plein le cœur. Voilà, c'est vraiment le terme.
Avec tous ces enfants neurotypiques, neuroatypiques, on a créé un pont en fait entre ces deux mondes. Et puis c'était magique. Donc voilà, après on a commencé à demander le sport partout et pour tous, à imposer un petit peu au club au moins d'essayer. Et puis là, dernièrement, avec les dernières recommandations qu'on avait faites pendant la campagne électorale, on a changé de maire depuis, l'impulsion sportive à Saint-Denis au niveau du sport adapté, c'est un fait réel. Les chiffres augmentent de plus en plus au niveau de l'inclusion des enfants. Et puis là, on espère maintenant qu'on va faire l'inclusion des adultes. Donc c'est pour ça que nous, on a demandé aussi des créneaux cette année pour pouvoir pallier un peu à ce manque. Donc on nous a accordé, mais ça va bientôt venir aussi pour la ville de Saint-Denis, de prendre aussi les adultes et puis après les parents. Parce que moi, quand Lilia était petite, je faisais du sport à côté d'elle. J'avais un éducateur qui s'occupait de Lilia dans la salle d'à côté et puis moi, je faisais de la boxe à côté d'elle. Et ça me permettait de toujours avoir une activité pour mon bien-être à moi aussi. Et ça permettait aussi quelque part aux parents, si je comprends bien, de souffler. Exactement. Voilà, de souffler. Parce qu'on parle, c'est vrai, très souvent des enfants, mais... Oui, les parents aussi, il faut qu'ils tiennent le coup. Qu'ils tiennent le coup. Les parents. À l'inclusive, donc, ce sont, donc on l'a compris, ce lien très fort avec le sport, les clubs de sport. Ce sont aussi des balades, de la communication, de la sensibilisation, on l'a compris, de la sensibilisation, c'est ça? Oui, on fait de la sensibilisation un petit peu à chaque fois qu'on nous demande si on veut poser un stand et puis parler d'un petit peu ce qu'on fait. On fait de la sensibilisation aussi au niveau de la scolarisation. On a aussi des groupes sur WhatsApp où les parents, ils échangent aussi comment tu fais un emploi du temps visuel, comment tu fais un classeur de communication. Ça marche bien. On a aussi un groupe de parole. D'accord. Nous-mêmes, on échange un petit peu nos problématiques. Comme là, on a échangé une problématique sur un département qui n'établit pas de TPS. Donc, c'est illégal. TPS, c'est ? Alors, c'est un plan personnalisé de scolarisation. D'accord. Donc voilà, je dis toujours, et c'est une réalité, c'est que All Inclusive, ce n'est pas une association, c'est une grande famille. Et on se soutient, on se porte les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on tient le coup, en fait. C'est parce qu'on est vraiment une grande, grande famille aujourd'hui. Alix. Elle a des frères et sœurs? Oui, alors Lilia, elle a 2 frères, donc, qui sont plus grands qu'elle, 27 et 21 ans. Parce que Lilia, elle a 17 ans. Elle va avoir 19 ans. Par 19 ans. C'est aussi des aidants. C'est aussi des aidants, et encore plus depuis 2 ans, puisqu'elle est malade. Ouais. Donc notre famille est très impactée par ses douleurs, par ses crises, par son mal-être. Donc j'espère que l'hospitalisation va... Et justement, vous, les aidants qui vous soutiennent, que ce soit vous ou vos fils, c'est auprès des autres familles que vous trouvez du réconfort? J'essaie de porter le plus de choses au sein de ma famille. J'ai mon grand qui travaille, mon moyen qui vient de finir une école de STAPS, donc il va aussi bientôt là travailler. Mais c'est vrai que sur les mois d'été, quand il n'était pas à l'école, le moyen, il a été très impacté. En plus, il a 15 mois d'écart avec sa sœur, donc ils sont très... très fusionnel. Ouais. Et au niveau du soutien, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, parce que déjà, on est tout le temps mis en porte-à-faux. Je me suis vue pratiquement dans tous les hôpitaux. On me regarde comme si j'étais une mère abusive et folle qui ne veut pas accepter que sa fille, c'est pratiquement un démon psychiatrique, quoi. Alors que je les vois, les douleurs. Puis, en plus, ma fille, elle n'a jamais fait de crise, elle a toujours été inclue à l'école. Déjà, à l'âge de 3 ans, on m'a dit de faire le deuil de ma fille. Qu'elle ne parlerait jamais... Qui vous a dit ça? Alors, les CMP de l'époque, puisque c'était moi qui allais voir la psychologue pour savoir comment j'avais rendu ma fille autiste. Et puis en plus, tout coché, parce que j'avais divorcé à cette période. J'étais femme au foyer, je me suis mis à travailler, et de nuit en plus. D'accord. Donc j'avais un profil pour les psychanalystes qui était parfait pour me mettre en porte-à-faux sur l'autisme de ma fille. Donc j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça. Mais j'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait une défaillance en France sur la prise en charge de l'autisme. Donc, c'est le fait d'être sur le terrain et d'être aussi en contact avec non, parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout sur le terrain de l'autisme, parce que je venais d'avoir un diag, et encore, c'était même pas un diagnostic. On m'a dit que ma fille, elle avait un syndrome autistique. C'était un grand sac, un fourre-tout. Je me rappelle être sortie de l'hôpital avec des tests chromosomes que je comprenais pas, et puis un dossier MDPH. Et je suis descendue, et mon père était venu me chercher. Il m'a dit, alors elle a quoi, la petite? Je lui ai dit, je sais pas, elle est handicapée. Voilà. Mais je comprenais rien, en fait. Donc le cheminement, je l'ai fait toute seule, puisque au CMP, Lilia, elle était en charge, c'était par des bénévoles, et on faisait du flapping toute la journée. Et puis moi, on essayait de chercher à comprendre ce que j'avais pu faire, donc jusqu'au jour où j'ai
où j'ai compris que c'était pas la bonne technique et que je suis partie de là-bas. Et c'est là que je me suis pris un bon petit signalement comme il faut, bien dans les règles. Donc après, j'ai déménagé, changé de département. J'ai vraiment tout fait pour revenir, mais avec quelque chose de solide pour ma fille, pour être intouchable. Et donc j'avais mis en place le diagnostic, j'avais mis en place une prise en charge comportementale, qui à l'époque me coûtait très très cher, parce qu'on n'avait pas encore la PCH, tout ça, c'était... Et puis voilà, donc on s'en est sorti comme ça, et même pas 1 an et demi après, Lilia, elle avait déjà appris à lire, à écrire, et puis elle commençait, alors pas à parler, mais à communiquer via la communication alternative, comme on l'appelle maintenant, donc le PEX. Et puis elle a fait son cheminement jusqu'en 3e Ulysse, là, où malheureusement elle est tombée malade. Ouais, malade. Voilà. Et là, c'est quand on est malade et qu'on ne sait pas exprimer, parce qu'on n'a pas la nociception, et qu'on n'est pas comprise, et que partout où on va, on nous dit c'est l'adolescence, c'est l'âge, il faut lui donner des neuroleptiques. C'est les règles, il faut lui donner du Spasfon, puis après Spasfon plus Doliprane, puis après il faut lui donner du tramadol, et puis après ça marche pas, on va donner de l'acupan, et puis au bout de tout ça, ma fille, elle a été détruite. Vraiment, là, elle a été détruite. Donc j'ai réussi à la remonter par quelques analyses que j'ai fait moi-même déjà sur des laboratoires en médecine fonctionnelle, par quelques compléments alimentaires. J'ai vu qu'elle avait des polymorphismes dont on ne tient pas compte, mais qui sont hyper importants, notamment depuis toute petite, puisqu'elle avait déjà une carence en acide folique. Enfin, tout ça, c'est compliqué, mais j'espère que je vais pouvoir bientôt mettre un mot sur tout ça et expliquer aux gens que je n'étais pas dans l'erreur et pourquoi pas en faire un livre, parce que c'est une histoire. Il faudra, Linda. Ce qui me perturbe, c'est que vous avez monté cette association, que vous avez également monté ce collectif dont on va parler effectivement, Sécure Autisme, en cas de disparition effectivement d'enfants autistes, et que vous aviez un véritable tissu sur le plan associatif avec bon nombre de bénévoles, et malgré tout ça, quand votre enfant tombe malade, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Alors Lilia, elle est suivie à l'UJDATU, donc c'est un service de psychiatrie médicale à l'hôpital de la Salpêtrière. Donc la chef de service, je ne veux pas citer son nom, mais c'est quelqu'un qui essaye d'ouvrir les portes du diagnostic santé pour Lilia, mais malheureusement, il n'y a pas d'écho derrière. Donc je ne sais pas si c'est un manque de professionnels, est-ce qu'on ne connaît pas réellement toutes les problématiques liées à l'adolescence, puisque j'ai une petite pensée pour Lise, qui est de Nantes et dont la fille Jess a été enfermée en psychiatrie pendant des années. Donc aujourd'hui, elle a un dossier solide aussi pour se retourner contre l'État. Parce qu'ils ont découvert, contre l'État, on précise. Ils ont découvert qu'elle avait un gène et qui arrive fréquemment à l'adolescence. Je ne sais même pas si ma fille, elle en a un aujourd'hui. Je sais qu'on a trouvé 2 polymorphismes qui ne sont pas vraiment... Voilà, donc vous savez qu'il y a des degrés aussi dans la génétique. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et depuis 2 ans, on est dans le déni. Et on me donne des psychotropes, des neuroleptiques, des antalgiques, qui en plus peuvent être délétères, parce que sur un autre chromosome, on trouve aussi qu'elle a un problème au niveau de la détoxification. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'adolescence, elle a basculé. Les oestrogènes, tout ce qui va avec. Donc voilà, donc je reste confiante. C'est vrai que ça a été très impactant ces 2 années de ma vie, même moi au niveau santé. J'étais une grande sportive, j'étais toujours dans le vif, et là depuis 2 ans je suis que sur mon téléphone en train de faire des recherches constantes pour aider mon enfant, et franchement je l'ai quand même je l'ai maintenu la tête sous l'eau entre guillemets. Voilà, mais c'est fragile. Sécure Autisme, comment vous est venue l'idée? Et on va commencer par le commencement. En quoi cela consiste? Parce que je crois que ça répond aussi à l'une des grandes angoisses, et c'est vrai qu'on en parle. Sécure Autisme, c'est venu d'un drame qu'on a toujours du mal à expliquer. C'est que j'ai été appelée par Monsieur Daoud Tatou, qui est un ami de longue date, qui est au Silence des Justes et qui est une association aussi qui prend les cas complexes en vacances. Et ils avaient un jeune de leur tissu associatif qu'il avait eu quelques années auparavant, qui avait disparu sur le 19e arrondissement. Donc on avait relayé sur les réseaux sociaux, et puis une nuit était déjà passée. Donc on a décidé d'aller sur le terrain à plusieurs bénévoles pour essayer de le retrouver. Donc je crois qu'on a passé 3 nuits dehors et 3 journées. Vous faites une enquête de terrain, vous demandez à tous les habitants, tous les gens que vous croisez. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que comme il était majeur, personne ne le recherchait. Malgré que c'était une personne vulnérable avec un diagnostic d'handicap, personne ne le recherchait.
Et ce qui s'est passé, c'est que déjà sur le terrain, quand on demandait aux forces de police qui étaient sur place et tout, personne n'était au courant. Donc à chaque fois, on redonnait la photo, on relayait tout ça. Et puis, malheureusement, ce soir-là, on est passé devant la tente avec nos affiches qui étaient collées dans le dos. Il y avait quelqu'un qui faisait des maraudes, qui nous a dit je pense qu'il est là. Et puis, effectivement, il était là, mais voilà, il était déjà plus là. Donc, on a perdu énormément de temps. Il aurait recherché beaucoup plus activement. Le drame ne serait pas arrivé. Donc, suite à ça, on a créé une pétition. Et puis est né le collectif Sécurotisme, qui était vraiment uniquement basé sur des recherches de terrain. À partir du moment où on a une information... Ça fonctionne comment, du coup, Sécurotisme? Alors, Sécurotisme, maintenant, c'est beaucoup de bouche à oreille de gens qui nous appellent parce qu'ils nous ont identifiés. D'accord. Donc, on nous appelle, on dit, voilà, il y a telle personne là dernièrement, c'était un Autisme Info Service qui nous a communiqué la disparition... Non, un jeune qui avait été retrouvé. Et amené à la maison de l'autisme par un brigadier, donc j'ai eu le brigadier en ligne. D'accord. Et voilà, ça fonctionne comme ça, en fait, c'est le bouche à oreille. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on publie sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui sont dans le coin s'ils peuvent aller voir, s'ils peuvent imprimer des affiches. Nous, on a le contact Parce de qu'un la enfant PHP, autiste, pour de faire la plus simple, RATP. un enfant autiste a une plus forte propension à disparaître? Oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas aussi pourquoi à un moment ils fuguent. On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête. Y a aussi des adolescents qui ont envie de vivre des choses qu'on ne comprend pas, qui ont des pulsions, des envies, des désirs de leur âge, mais qui n'ont pas notion du danger, donc qui vont aller vers un but que nous-mêmes on ne comprend pas, et sans savoir que derrière, il peut y avoir un réel danger. Que ce soit de vulnérabilité quand c'est des personnes qui ont la possibilité de prendre les transports ou qui sont verbaux, mais il reste des personnes vulnérables, ce qui était le cas de Kéliane, malheureusement, ou après des enfants ou des adultes qui par contre n'ont aucune notion du danger et qui ne savent pas traverser une route ou qui n'ont pas conscience qu'on va se noyer dans un point d'eau. Donc oui. Qu'est-ce qu'on doit faire si on repère un de ces enfants? Parce qu'il ne suffit pas de lui parler, j'imagine, parce que si on pose la question, on dit est-ce que tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, Moi, il va peut-être répondre par la négative. Quand on voit un de ses enfants, on l'arrête tout de suite. On l'arrête. Voilà, on reste avec lui, on appelle les secours et on attend. Même si on se trompe, c'est pas grave. Mais on l'arrête. Dans le doute, on l'arrête. On l'arrête parce que si on le laisse repartir, il va aller encore plus loin. Et ça a été le cas de Mohamed, qui se retrouvait très 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 loin pendant des semaines. Sa maman était morte d'inquiétude. Et c'est pareil, sa maman, c'est une battante, c'est une vaillante. Elle a tout mis en place à la maison pour sa sécurité. Mais il use de stratagèmes incroyables. D'accord. Incroyable. C'est aussi pour ça que ce dispositif, vous l'avez souhaité européen? Alors, il est vraiment européen, comment on fait? Non, il n'est pas vraiment européen parce qu'on ne peut pas aller au-delà des frontières. Après, on fait de la communication de base pour dire que voilà, que le collectif, comme il y a beaucoup de vues, comme pour Mohamed, c'était une influenceuse, je crois, qui avait vu un post passer justement sur sa disparition et qui était de là-bas et qui a dit voilà. Et qui a diffusé. Et d'accord. C'était plus efficace. Alix. Et aujourd'hui, quel est le niveau d'efficacité de la collaboration avec la police? Mis à part la dernière fois, le brigadier qui nous a appelés tout de suite et qui a cherché à trouver des solutions. Donc, je lui ai donné le protocole de base. Donc, c'était l'hôpital ou le commissariat, parce que c'était pas la maison de l'autisme. Nous, on demande vraiment. Alors déjà, alerte nationale, en fait. Oui, non, mais ce qu'il faudrait, c'est déjà qu'il y ait une alerte personne vulnérable immédiate, que ce soit un mineur ou un majeur. Et que ça fonctionne, pardon de vous couper, comme l'alerte enlèvement au final? Oui, voilà. Que ce soit diffusé sur tous les médias, avec les grands bandeaux, à la radio, à la télé. Voilà, exactement. Parce qu'on sait que les premières minutes, les premières heures sont cruciales. Oui, c'est crucial, ouais. Parce que sinon, 1 heure, on a déjà perdu 2 jours pratiquement. On a recherché, par exemple, une jeune adulte, je ne vais pas dire son nom parce qu'elle est décédée depuis, mais d'autres choses. On l'a recherchée, je crois, elle s'était 2 ou 3 nuits, pareil, sur la Villette, parce qu'elle avait un profil aussi des personnes qui pouvaient être là-bas. Et d'ailleurs, elle a été là-bas un temps, mais elle était déjà sur Cergy-Pontoise et nous, on l'a recherchée encore sur Port de la Villette. Ça va très vite, il se déplace très vite. Donc il faut vraiment qu'il y ait un protocole de personnes vulnérables, de disparition de personnes vulnérables avec une communication immédiate. Ne serait-ce que même le protocole qui a été mis en place par le Silence des Justes, par M. Tatou et M. Benamou dans le 19e, où dès qu'il y a une disparition,
tout le monde est au courant, en fait, que ce soit les agents d'entretien de la ville, la BAC, la municipale, la nationale. Tout le monde a une alerte. Dans l'arrondissement, dans le 19e arrondissement. Ouais, tout le monde a une alerte immédiate. Et voilà. Et franchement, la dernière qu'ils ont eue, ça a été rapide. Donc ça serait intéressant aussi au niveau des villes, déjà, qu'il y ait cette possibilité de faire une alerte immédiate. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Alex, aujourd'hui, on parle golf et autisme. Et ça se passe à Aix-en-Provence. Frédéric Poitou, expert judiciaire et passionné de golf, a découvert que ce sport était particulièrement adapté aux personnes autistes, notamment à travers son beau-fils, lui-même atteint de ce trouble. Depuis la fin du confinement, Frédéric organise chaque année une compétition dédiée à la cause, dont les participants sont des professionnels du droit. On écoute Frédéric au sujet de l'édition 2024. Tous les bénéfices de cette compétition sont reversés pour une association qui travaille en faveur de l'autisme, la Bourguette Autisme, à qui on va remettre cette année un chèque de 4 500 € et un chèque pour accompagner notre jeune champion, membre de l'équipe de France Paragolf, Thomas Colombel. On va lui remettre un chèque de 1 000 € pour l'accompagner vers sa saison olympique à Los Angeles dans 4 ans. Et il faut savoir justement que Thomas Colombel est le seul handi-golfeur à jouer sur un circuit valide. Et pour s'adapter au mieux, Thomas a développé une stratégie, le volume. Autrement dit, apprendre un maximum de stratégies et de schémas pour ne pas se laisser décontenancer face à l'inconnu. On l'écoute sur ce qui le différencie des autres. Moi, j'ai des sparring partners, on va dire, qui jouent jamais quasiment, qui s'entraînent très peu, mais qui sont tellement forts dans l'adaptation et dans l'optimisation de leur système, qui arrivent à sublimer ça sans avoir une expérience phénoménale, là où moi c'est complètement impossible, parce que j'ai besoin en fait de connaître. L'inconnu est vraiment pas agréable et pas du tout performant, et pour que je sois performant, faut que j'apprenne tous ces schémas. Et les fonds récoltés par l'association aixoise La Bourguette, qui accompagne plus de 200 personnes autistes, ont permis d'organiser des stages de golf spécialement conçus pour des jeunes autistes. Frédéric souligne que la précision et le rituel que requiert le golf conviennent particulièrement aux personnes autistes, car ils nécessitent une gestuelle parfaite. Deuxième point, l'environnement extérieur est idéal. Pas de bruit ni de lumière perturbante comme dans un gymnase par exemple. Et puis enfin, l'objectif simple de viser le drapeau contribue à apaiser les participants. Céline, on a parlé du sport comme un outil d'inclusion. Est-ce que vous avez pu observer des bénéfices pour les enfants, notamment votre fille ? Oui, bien sûr. De toute façon, déjà, le sport, c'est bon pour tout le monde. Et puis, c'est... Je vous voyais acquiescer pour le golf, là. Oui, tout à fait, parce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait. D'ailleurs, ça me faisait penser que j'étais invitée justement à... À golfer ? Il y a quelque chose qui va se passer le 10 octobre. J'ai recherché le lieu en Île-de-France. Justement, paragolf sur l'autisme. Et le sport, c'est bon pour tout le monde, et même pour les personnes en situation de handicap, surtout, parce que déjà, ça peut aussi contribuer à pallier un petit peu sur les effets secondaires des médicaments. C'est bon aussi pour l'hyperactivité, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le mental, l'esprit d'équipe aussi. Et pour moi, surtout le fait d'être en inclusion avec des personnes neurotypiques, pour créer des échanges et surtout pour être dans l'imitation autre que dans les troubles du comportement. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est important, le sport. C'est vecteur aussi de fraternité, d'esprit d'équipe. Voilà, là, je vais perdre mes mots, ça y est, je ne suis pas dans le thème. Je perds souvent mes mots. Non, vous étiez parfaite. Et en tout cas, on vous remercie grandement d'être venu témoigner. Merci beaucoup. Aujourd'hui, sur le plateau de... Je ne m'attendais pas à la question sur le sport. Mais c'était parfait, c'était très bien. Hein. Non, mais c'était exactement ça, c'était parfait. Merci. On espère que vous allez reprendre de la boxe très bientôt. Ouais, j'espère aussi. J'espère que ça va bien se passer, l'hospitalisation. Et on pense bien fort à votre fille. Merci. Et à votre famille. Merci beaucoup d'avoir pris 30 minutes pour venir témoigner. Ouais, déjà, ça passait vite, mais ça va. Je vous avais dit, ça passe très vite. Oui, ça passe très vite. Merci infiniment. Merci Linda Fekiri, présidente de l'association All. Je ne dis pas in, c'est inclusive. All inclusive. All inclusive. All inclusive. Je ne dis pas à l'américaine. All inclusive. Et cofondatrice du collectif Secure Autisme. S'il vous plaît, renseignez-vous. Allez bien sûr sur les sites, on va vous remettre les liens. Et n'hésitez pas à aider Linda et tous ces bénévoles qui font un travail exceptionnel au quotidien. Merci Linda. Merci à vous. Merci ma chère Alix. À demain. Je te retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci.